No Time to Die, donc, Mourir peut attendre. Donc, en ce qui concerne mon affiliation à la saga James Bond, il faut savoir que j'ai vu les 2, 3, 4 premiers de Sean Connery, après j'ai arrêté. Parce que j'avoue que la franchise James Bond, c'est une franchise qui varie énormément en termes de qualité, et je l'ai remarqué assez rapidement, en matant les 3-4 premiers de Sean Connery. Et donc ensuite j'ai maté aucun James Bond, hormis ceux de Daniel Craig. Du coup, en gros, je me suis binge-watch tous les films de Daniel Craig, juste avant la sortie de No Time to Die, c'est-à-dire en mars 2020, juste avant que le jour d'après on t'annonce que le film serait reporté d'1 an et demi. Du coup, j'avais tout binge-watché pour rien, en fait. Du coup, j'avais le seum absolu. Parce que j'avais même revu les films que j'avais déjà vus, comme Skyfall et Spectre. Ah, le seum. Quel seum que j'ai eu. Oh là là, la tristesse. Mais bon, le film a été reporté. Merde, quoi. Et donc, enfin, il est sorti, enfin, je l'ai vu au cinéma, et enfin, il est là. Et No Time to Die. Déjà, si je peux parler de la franchise de Daniel Craig, j'aime beaucoup la franchise de Daniel Craig. J'aime beaucoup le fait qu'on est vraiment sur une saga très moderne de James Bond, qui est vraiment à l'ère de notre temps, avec du coup, cette version qui est musclée, plus beau gosse, etc., mais plus mature, et qui obéit à la logique de la franchise, avec un personnage qui évolue au fil des films, qui a un vécu. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et donc ça marche très bien. Casino Royale est un très bon film. J'ai trouvé Quantum of Solace très nul, personnellement. Skyfall est un chef-d'œuvre, vraiment une pépite. Et j'ai bien aimé Spectre, personnellement. J'ai passé un très bon moment devant Spectre, je l'aime bien. Donc personnellement, j'ai été plutôt chaud pour No Time to Die, surtout que c'est le dernier de Daniel Craig. Donc tout le monde était hypé, bien évidemment. Et puis, quand ils ont mis Rami Malek en méchant, j'étais assez hypé davantage. Et donc le film est sorti, je l'ai vu, j'ai vu les bandes annonces genre une seule fois à chaque fois, donc j'ai pas eu de grands souvenirs des bandes annonces, donc j'ai été un petit peu à découvert sur le film. Et j'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé que le film était très bien rythmé pour un film de 2h40, et pourtant j'ai pas du tout senti le temps passer. Pour le coup, je vous l'avoue, mais il y a des défauts. Bien évidemment, il y a des défauts. Déjà, comme d'une, je salue l'effort de Practical, vu que dans les James Bond de Daniel Craig, il y a beaucoup de véritables scènes de cascade, de Practical, on fait vraiment péter des trucs, donc ça c'est plutôt stylé. Et on a vraiment un amour de la cascade et de l'action qui est vraiment très cool. Et j'adore la scène d'intro du film qui fait presque film d'horreur, bien mise en scène, en mode film d'horreur. Ça c'est original pour un James Bond, cette scène d'intro. Et le film est plutôt cool, la scène on est vraiment sur une fin de franchise, vu qu'on passe un peu partout. Donc je spoil un peu quand même. Donc si vous n'avez pas vu le film, gare à vous. Par exemple, le fait qu'il aille à la tombe de Vesper qui est détruite, donc on découvre que du coup il retourne à ses débuts du premier film en retrouvant Vesper, ou le fait qu'il retrouve aussi Jeffrey Wright, Félix, qui était également là depuis le premier film, avec une mort très très triste. Félix, une mort très très triste. Jeffrey Wright, on t'aime, bien évidemment. What If, Gordon, on t'aime. Jeffrey Wright, t'es un grand acteur. Là, sa mort était très très triste, en plus de rappeler celle de Vesper dans l'eau, du coup. Et puis bien sûr le fait de démanteler Spectre, bien évidemment. Là, quand tu dis que Spectre, les méchants depuis le premier film sont démantelés, tu te dis ok, c'est effectivement une fin de saga. Donc le Spectre est démantelé, et donc tu as cette magnifique scène avec Christophe Waltz. Parce que Christophe Waltz du coup joue la Némésis de James Bond, il joue Heinz Stavro Blofeld. Même si j'ai pas du tout aimé le délire que les deux soient demi-frères, j'adore la relation entre les deux personnages, et cette scène d'interrogatoire était vraiment excellente, jusqu'à du coup son décès, qui marchait très très bien, du coup la mort du grand ennemi de James Bond, après une grande discussion entre les deux, ça très bien iconisé. Vraiment Christophe Waltz dans sa seule scène, il était vraiment très très iconique. Et donc on était vraiment dans cet aspect fin de saga, surtout qu'ensuite on découvre que Léa Seydoux a une fille, aux yeux bleus, on n'a plus trop de doutes. Donc première fois de l'histoire que James Bond a un enfant, du coup. Donc Mathilde Bond, du coup. D'ailleurs c'est assez cool, c'est assez honorable de dire que James Bond a un héritage français quand même. C'est assez cool de se dire ça, ma foi. Même s'il est assez doux, je suis pas fan de son jeu comme bien sûr, mais on s'y fait. Et le personnage est un passif plutôt intéressant. Mais c'est vrai que pour moi, Vesper restera l'amour éternel de ce James Bond là. Les personnages secondaires comme Naomi Rapace, Q, le film a un côté progressiste que je trouve un poil trop forcé. Ok, Q, le fait qu'on nous laisse entendre qu'il est homosexuel, pourquoi pas, c'est juste une phrase. Le fait que 007 ce soit une femme noire, pourquoi pas, c'est juste un matricule, comme ils le disent dans le film. Justement, dans le film, ils disent c'est juste un matricule, c'est pas grave. Et pourtant, à la fin, 007 rend le matricule à James Bond. Je trouvais que c'était trop, ça. J'aurais bien aimé qu'on accepte le fait que
007 c'est juste un matricule quoi, James Bond restera James Bond même sans le matricule. Donc pour moi c'était pas obligé de faire ce délire là, surtout que le personnage de 007 est pas très intéressant. C'est surtout un personnage qui essaye de s'embrouiller, qui fait un peu le jeu du chat et de la souris avec James Bond, qui veut prouver sa valeur, qui veut prouver qu'elle est la 07 ultime, en fait, et c'est pas très intéressant. Parce que on connaît pas le passif du personnage, elle a pas une histoire, elle a pas un background intéressant, elle a rien. C'est vraiment un personnage fonction en fait. Et c'est ça qui rend... Surtout qu'à côté tu as le personnage de Paloma, de Ana de Armas, qui est vraiment original je trouve. Et en ce personnage latina, d'ailleurs on a beaucoup de diversité, ce qui est très cool. Latina, l'homosexuel, la LGBT, la afro, et Rami Malek qui est égyptien, bref. Même s'il joue un personnage oriental je crois, Rami Malek. Malgré tout, et bien sûr le fait qu'on ait des Français, des Allemands, etc. On est dans un film avec des Russes. Bon, le personnage russe du film est un cliché, mon dieu. Ça aussi c'est un défaut quand même. Et j'aime beaucoup l'aspect diversité du film, l'aspect aussi voyage du film, comme tous les James Bond, même si j'ai pas trop l'effet qu'on voyage, mais on a cet effet voyage malgré tout dans ce film là-bas également. Le film est magnifique visuellement, très beau jeu de lumière bien évidemment, même si c'est pas au point d'être jusqu'au niveau de Skyfall, ça reste quand même par le réalisateur de True Detective, et qui dit réalisateur de True Detective dit un putain de plan séquence à la fin. Qui du coup, j'aime beaucoup ce plan séquence qui montre un peu la dernière ascension de James Bond avant son sacrifice du coup. Donc j'ai trouvé ce dernier plan séquence vraiment très cool. Bon bien sûr le film est assez surréaliste, que James Bond survit à des trucs, mais comment il fait, sans déconner. Du coup le personnage de Rami Malek. Il est très charismatique, Rami Malek j'adore son design. Sa scène d'intro est excellente, mais ensuite il est cliché. Autant on comprend sa motivation, il veut détruire Spectre parce ils ont buté sa famille. Autant son idée d'après de je veux détruire le monde. Pourquoi Surtout qu'en plus ça devient le méchant James Bond classique avec une base, avec sa grande toge, pas gentil. Même si après je le trouve très charismatique, en plus j'ai trouvé son design du début avec son masque très cool également. Mais c'est dommage. On aurait pu faire beaucoup mieux avec Rami Malek, même si le personnage, c'est pas un mauvais méchant parce qu'il a une motivation, il est charismatique et tout, mais c'est un moyen méchant quoi, Malheureusement, surtout que c'est le méchant qui a tué James Bond entre guillemets, vu que quand tu l'as foutu, à partir du moment où il a foutu les nanorobots, c'était mort quoi. Donc bref. Et donc, mais sinon visuellement le film est beau, les scènes d'action sont épiques, sont très cool scènes d'action, vraiment très sympa. Vraiment en practical et tout, c'est très cool les scènes d'action, comme le plan séquence notamment. La musique d'Hans Zimmer est pas très mémorable par contre. J'aime bien le thème du sacrifice de James Bond qui est plutôt pas mal. Le générique de Billie Eilish est excellent. J'adore la musique de Billie Eilish et le générique est vraiment très cool. Après il y en a qui n'ont pas aimé le générique, après je vous avoue que j'ai pas vu tous les génériques de James Bond, donc je sais pas comment dire, mais moi ces génériques en effets spéciaux, moi qui ai fait un peu d'infographie, je me dis, mais putain, mais tous les keyframes que ça a dû prendre pour faire ce générique, ça a dû être un cauchemar. Du coup j'avais une pensée pour eux quand j'ai vu le générique, aux animateurs, aux infographistes. Mais du coup ensuite, est-ce qu'on va parler tout de suite du sujet qui fâche ? Si, il y a quelques idées de mise en scène, j'aime bien le fait que James Bond tire du coup dans un tunnel et ça fait un peu l'image de James Bond sous la barille du gun, comme dans le truc classique de la saga. Même si je vous avoue que je suis con, mais j'avais jamais remarqué qu'en fait, James Bond il tirait devant une barille de pistolet. J'avais jamais remarqué en fait, je suis complètement débile. C'est maintenant que je le remarque. Je pensais que c'était genre juste un cercle noir. Je suis totalement con. Et j'adore aussi j'aime beaucoup le dernier plan de fin. On te dit, c'est l'histoire de James Bond. Et du coup, on roule dans un tunnel et du coup, ça fait le baril de gun avec la voiture dedans. Donc le plan final de la saga est très beau également. Mais, la mort de James Bond, première fois au cinéma, je trouve qu'elle ne sert à rien. Danny Boyle devait réaliser le film, Danny Boyle qui est un très grand réalisateur, et je comprends limite pourquoi il n'a pas réalisé le film, vu qu'il ne voulait pas tuer James Bond, parce que James Bond, il y a un peu cet aspect de mythe, vu que James Bond, c'est le personnage qui n'est jamais mort dans les films, qui vieillit avec nous, qui vit avec nous. Autant ça me dérange pas de tuer James Bond, c'est un parti pris, autant je trouve que dans le contexte du film, je vois pas en quoi il y a cet aspect, il fallait que ça se finisse comme ça, quoi. À la fin du film, je me dis pas, en suivant tout l'arc qu'il a vécu dans la franchise, je me dis pas, quand il meurt, c'est complètement logique avec tout ce qu'il a vécu, ça colle complètement avec toute la saga, c'était ce qu'il fallait faire, non. Je trouve, le fait qu'il meure, je vois pas l'intérêt.
en fait. Déjà je vois rien de symbolique dans la mort, déjà. Dans le sens où, en fait, il meurt en se laissant se faire exploser par des missiles. Donc je trouve pas qu'il y a un truc très James Bondien. Je trouve pas que sa mort fait très... En général, dans les morts des personnages, il y a toujours un parallèle avec des choses qu'ils ont vécues dans leur passé ou des trucs comme ça. Comme Iron Man qui dit « je suis Iron Man », ou comme Wolverine qui se fait tuer par lui-même, ou des trucs comme ça. James Bond, non, il se fait tuer par des missiles. Même ses dernières paroles, c'est pas des paroles James Bondien de ouf, tu vois. Donc, de base, je trouve que sa mort n'a pas un énorme symbole en mode James Bond, de base. Et puis, le gars, il vient d'avoir une fille. Il a une fille, il est de plus en plus humain. En plus, il avait pris le gars. En plus, on sait bien sûr, jamais t'aurais pu terminer la saga en le faisant encore prendre sa retraite, vu qu'il a dans cette saga, il a pris sa retraite au moins 500 fois. Mais le faire mourir, je trouve pas ça logique en fait. Le gars, à cause de lui-même d'ailleurs, vu que c'est lui qui avait fait l'erreur, il a abandonné du coup Madeleine pour rien. Pendant 5 ans, il a raté 5 ans de sa vie où Madeleine a eu son enfant. Bon, d'ailleurs, on nous laisse entendre qu'elle a son enfant dès la scène d'intro où elle touche son ventre. Et il a raté 5 ans de vie de famille avec elle et sa fille. Pour moi, la logique, c'est qu'il termine la saga en rattrapant ces 5 ans, justement, à ce qu'il vive ces belles années, à ce qu'il rattrape ces années perdues et qu'il vive cette belle vie avec sa famille. Après, je sais pas s'il y a ce délire de... Pour moi, James Bond, c'est le gars qui drague les meufs, c'est le gars qui est beau gosse, qui est imprévisible. Le gars, il ne peut pas avoir une vie de famille. C'est pas James Bond, un gars qui a une vie de famille. Mais désolé les gars, mais c'est refusé de laisser son personnage évoluer, cette vision, je trouve. C'est pas forcément intéressant. Et puis oui, à la limite, peut-être on peut abandonner ce côté-là. Et puis, est-ce que sa mort, c'est aussi un peu le message du... C'est la dernière fois qu'on a un James Bond blanc, yeux bleus, blond, et donc c'est la mort du mythe blanc. C'est possible aussi qu'il y ait ce contexte-là. Ce qui serait un manque de respect quand même. Mais surtout, moi personnellement, j'aime bien l'idée de la fin. Moi j'aurais trouvé ça plus James Bondien en tout cas, d'avoir cette fin mélo-tragédie. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant parce qu'au fait, quand j'ai vu le film, je pensais qu'en fait, à chaque personne qui touchait, il les tuait, absolument tout le monde. Et donc en fait, s'il allait dans la planète Terre, en fait, s'il sortait de l'île, bah en fait, il tuerait tous ceux qui seraient dans son passage. Alors qu'en fait, non. En fait, les seuls gens qu'il tuerait en s'approchant d'eux, ce serait Madeleine et sa fille, en fait. Du coup, je me suis dit, mais ok, il a juste à faire des appels Skype. Bah oui, sans déconner. Moi, j'aurais fait une fin comme ça. J'aurais fait une fin où James Bond s'en va de l'île, il ne pourra jamais vivre sa vie de famille avec Madeleine et sa fille. Donc, je vois bien James Bond en mode espion les regarder de très 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 loin, ou les observer sur Skype, Skype, un logiciel, vraiment, ou les appeler au téléphone malgré tout, avoir des nouvelles de sa fille malgré tout, quand même, rester dans le contact malgré qu'il ne pourra plus jamais les voir. Et à la fois, la seule raison de vivre qui lui reste, c'est poursuivre ses espionnages, ces trucs, d'être James Bond, quoi. Pour moi, la fin de la saga, ça aurait été James Bond reste James Bond, parce qu'en fait, sa malédiction, entre guillemets, l'empêche de vivre une vie de famille, malgré le fait qu'il garde une vie de famille, quand même. Moi, ça aurait été la fin que j'aurais fait. Pour moi, ça fait une fin beaucoup plus espionnage, où le gars est obligé d'observer furtivement sa famille, mais ne pourra plus jamais les rapprocher, quoi. Là où le buter comme ça, comme un cheveu sur la soupe, je trouve que ça tombe nulle part. Moi, la mort de James Bond, je la trouve forcée. Je trouve que c'est l'une des morts les plus forcées dans ce mood où on aime bien tuer des personnages iconiques, pour le coup. Donc je trouve que ça sort un peu nulle part. Les acteurs sont excellents. Et j'aime bien les inspirations du film, surtout au service de Sa Majesté, où du coup James Bond perd sa femme dans ce film-là, et dont la mort se ressemble un peu, dont le destin est assez similaire. Il y a aussi une inspiration de Dr. No avec cette île, et le personnage du méchant de Rami Malek est entre guillemets une adaptation de Dr. No vite fait. Il rappelle, d'ailleurs son nom c'est quoi? Son nom de famille c'est Lucifer. Il n'y a pas plus subtil que ça, bien évidemment. Et donc le personnage, il est correct. Et puis il y a aussi le petit homme de main Cyclope avec son œil robobionique. Pas très charismatique non plus, mais voilà. No Time to Die, c'est un très bon divertissement, un très très bon moment. Après, la mort de James Bond n'avait rien à foutre là. C'est vraiment ça mon avis, personnellement. Voilà. Ensuite, on va parler de Old, et on verra qui sera le prochain James Bond. J'espère, Idris Elba, ce serait cool, même s'il est trop vieux, mais bref, nous verrons ça quand ils l'auront choisi. Ensuite, et d'ailleurs aussi, gâchis de Ana de Armas. On aurait pu l'avoir elle à la place de la 007, hein. Parce que c'est vrai qu'elle était pas très... Ana de Armas était très intéressante, et c'est dommage de la gâcher juste comme ça. Voilà. They have to know what this place does. I don't know! You're lying! Look! What is that? A message. We never leave each other. Nothing separates us.
We're connected to something bigger. Oh no. We're here for a reason. Donc Old de M. Night Shyamalan, j'aime bien M. Night Shyamalan, comme j'avais déjà fait ma critique, mais j'aime beaucoup sa trilogie Incassable, Split et Glass. J'aime bien le Sixième Sens, j'aime beaucoup Signe. Voilà, donc j'apprécie M. Night Shyamalan de base, et Old que j'ai vu au cinéma, j'ai passé un bon moment. Il y a plein d'idées de mise en scène, le fait qu'on soit du point de vue du... En gros, Old, c'est l'histoire d'une famille qui est emmenée dans une plage où en gros ils vieillissent rapidement. Et du coup, on les voit tous mourir au fil du film, en fait. Et on découvre aussi la conspiration qu'il y a derrière ça. Et je trouve que le film est assez réussi visuellement. Vraiment, la réalisation est assez cool. On a vraiment beaucoup de plans, de panoramiques. On est du point de vue de la plage pour montrer l'aspect menaçant de la plage. Les acteurs sont plutôt bons. On a cet aspect vraiment menaçant, on a des jeux de lumière. Vraiment, on iconise la plage. C'est vraiment, visuellement, je trouve ça assez cool. Je trouve que M. Night Shyamalan a vraiment fait un très bon travail. Et puis, autre chose qui fait partie de la patte Shyamalan, c'est le jeu des couleurs. Les couleurs qui te teasent un peu les éléments, des couleurs chaudes, des couleurs froides qui peuvent te dégager le mal ou le bien. Et là dans ce film-là, il joue avec les couleurs et il nous piège. Donc ça, c'est assez intéressant en termes de mise en scène. Ou même d'ailleurs, dans ce plan-là, pour éviter de gaspiller trop de budget, là dans ce plan-là, c'est un cadavre de chien. Au lieu de voir le cadavre du chien, tu vois juste ils ont juste posé un faux squelette au-dessus de la caméra, un faux thorax, et voilà, ça évite de budget à rallonge. Donc j'aime bien l'aspect non dit également du film. Et je trouve la musique plutôt cool, ça a un peu rappelé Tenet avec le côté tic-tac, tic-tac. Shyamalan a l'un des meilleurs caméos ever, d'ailleurs, vu que le caméo fait tellement sens avec le film, vu qu'il est le réalisateur du film, c'est lui qui conduit ses personnages à leur histoire, et c'est lui qui ramène la pellicule, entre guillemets, après. Donc vraiment, le caméo de Shyamalan, il est incroyable, c'est même plus qu'un caméo, c'est carrément un personnage. Pour moi, le vrai problème, j'ai l'impression déjà que les vieillissements varient un peu trop sur les personnages, et le vieillissement des adultes marche assez mal, je trouve. Le vieillissement marche mal. Ça, je trouve que c'est assez... C'est pour ça qu'il y a énormément de plans rapprochés sur les personnages, on voit leur peau, pour nous montrer que oui, ils ont vieilli, mais... on voit que t'avais pas le budget pour les faire vieillir, frère. On le voit. D'ailleurs, c'est inspiré d'une BD française, il me semble, donc ça, c'est assez cool. Bon, très vaguement inspiré. Mais oui, le film est plutôt cool, il y a des bons moments, notamment un moment où tu as une femme qui a des problèmes qui a des problèmes d'os, et t'as ses squelettes, t'as ses os qui partent dans tous les sens, et visuellement c'est horrifique, et j'ai trouvé ça très très beau visuellement, beau dans le macabre. J'adore l'idée de tous les personnages ont une maladie, et on voit à quel point, on voit l'effet des maladies dans le fait que tout ça, dans le fait qu'ils vieillissent lentement, dans le fait qu'ils vieillissent rapidement. Donc par exemple, on est dans le point de vue d'un personnage, dans le point de vue de son ouïe qui faiblit, dans le point de vue d'un personnage qui devient aveugle, du point de vue d'un personnage qui devient complètement cinglé. Donc je trouve que cette idée-là est très très intéressante. Et voilà, Old, j'ai bien aimé. J'ai trouvé l'histoire le twist de fin prévisible, mais je la trouve assez aussi actuelle, personnellement. Je la trouve assez actuelle. C'est pas un truc mystique forcément, mais je la trouve, même si il y a quand même un truc mystique, vu que l'île a produit des algues assez spéciales, on sait pas d'où ça vient, donc il y a un bail mystique. Mais cette idée sur une entreprise un peu pharmaceutique, je trouve que c'est un twist assez intéressant. Je trouve que ça marche assez bien. Et voilà. Et même si je trouve la fin un peu classique, pour le coup c'est assez happy ending par contre, mais le film est bien. J'ai passé un très bon moment. Ensuite, critique très très rapide d'un film assez surprenant qui s'appelle Pig. We don't get a lot of things to really care about. Who has my pig? Tout le monde s'attendait à ce que ce soit un peu le John Wick du cochon. Parce qu'en gros, on est sur un film avec Nicolas Cage où en gros il perd son cochon. Son cochon a été kidnappé, son cochon truffier, parce que c'est un ancien cuisinier, et du coup il fait de la vente de truffes pour vivre avec des riches, notamment un jeune joué par Alex Wolff, qui est un très bon acteur, notamment dans Hérédité. Et donc Nicolas Cage, dans ce film-là, est assez bluffant. Nicolas Cage, il a beau avoir une carrière un peu partie en couille, j'aime bien Nicolas Cage. C'est un gars, je trouve que c'est un acteur qui est maintenant imprévisible.
Avant c'était un grand acteur, maintenant c'est un acteur imprévisible je trouve. Et oui j'aime bien le fait qu'on peut trouver quelque part, comme l'a dit Écran Large sur YouTube, c'est vrai qu'on peut trouver une métaphore sur la carrière de Nicolas Cage. Ce Nicolas Cage qui avait une gloire dans le temps, qui a tout perdu maintenant, et qui est vraiment juste un gars qui veut vivre en fait, qui veut retrouver son bien. Donc j'ai trouvé ça assez beau, surtout que le personnage est vraiment iconisé, tout le monde le connaît, c'est assez cool. Après, je trouve le film aussi très beau visuellement, c'est bien iconisé, c'est bien mis en scène, c'est beau visuellement. Et le film a une très belle thématique sur la vie, sur le fait qu'il faut savoir aller de l'avant, accepter les choses. Donc c'est un film assez beau en fait, assez beau dans ses thématiques, dans la fin est triste mais elle est belle à la fois. Mais je vais pas vous mentir, j'ai trouvé le film chiant, assez long. Oui, il faut instaurer une ambiance, oui, mais je vous avoue que pour moi c'était un poil long personnellement. Mais si vous êtes très très cinéphile, que vous voulez vraiment vivre une expérience, j'ai envie de vous dire, Pig, je vous le conseille, c'est atypique, mais je vous le conseille. Voilà. Ensuite, il y a Réminiscence. Est-ce que j'ai encore du temps? Ok, Réminiscence, on va parler de Réminiscence et ensuite on va faire une pause. That machine of yours, how close can you get before the illusion's broken? You're going on a journey. All you have to do is follow my voice. Réminiscence, c'est un film qui s'est fait défoncer par la critique et je trouve ça dommage. Réminiscence, en gros, c'est un film réalisé par Lisa Joy, qui est l'une des showrunners de Westworld, la belle-sœur de Christopher Nolan, ça se voit. La musique de Ramin Djawadi que j'aime beaucoup est oubliable malheureusement, mais en fait l'histoire du film, c'est qu'en fait on est dans un monde post-apo, rempli d'eau, où on vit la montée des eaux et où le climat, du coup, comme on vit plus haut, le climat est de plus en plus chaud. Donc c'est très très intéressant comme idée. Et puis on a Hugh Jackman qui en gros, les gens vivent dans leurs rêves en fait, ils vivent dans leur mémoire. Et donc Hugh Jackman gagne sa vie en faisant vivre la mémoire des gens. Et du coup il vit un peu dans leur mémoire également, vu que c'est pas du tout un truc privé quoi. Et donc je trouve ça intéressant de voir aussi qu'il y a des histoires du coup on revisite des périodes, des époques, on a aussi cet aspect aussi manifestation, donc je trouve l'univers intéressant. Je trouve l'univers assez intéressant, assez cool, ça offre des scènes d'action assez cool, notamment le final. Le final, on finit sur une horloge où ça se bat sur Terre, ensuite ça finit dans l'eau, etc. Je trouve le final assez intéressant. La relation amoureuse avec Rebecca Ferguson est assez mignonne, assez cool. Le personnage de Tandy Newton est également très sympa. Bon, elle est surtout là parce que c'est une actrice fétiche de Lisa Joy par rapport à Westworld. Mais Tandy Newton a vraiment un rôle assez intéressant. Et le Hugh Jackman est excellent. Hugh Jackman est impérial comme d'habitude, mais quel acteur Hugh Jackman. Et j'aime bien le fait de mélanger un peu le fait que ce soit un peu un film noir, totalement film noir avec une femme fatale, film policier avec une enquête, film romantique également, film complètement romantique, vraiment c'est une histoire d'amour et film de SF. Après, et je trouve qu'il y a des beaux décors, notamment cette fête foraine abandonnée ou des éléments comme ça. Et je trouve la fin très belle, très triste et très belle à la fois. Vraiment cette fin où tu es tellement triste, je la trouve attendue personnellement, mais elle est triste et belle à la fois. Je trouve qu'on est sur de la poésie. Je trouve qu'on est sur la poésie et la fin du film, même si tu te demandes comment le personnage fait pour se nourrir, la fin du film est très belle, je trouve. Vraiment on est sur quelque chose de très onirique, on est vraiment dans le mythe, un peu dans le mythe d'Orphée, qui est évoqué pendant tout le long de film, le mythe d'Orphée, on est un peu dans quelque chose de similaire. Et donc j'aime bien aussi ce petit parallèle un peu divin sur ça. Bon, un truc que j'ai pas forcément aimé, c'est un peu les histoires des mafieux. J'ai pas trouvé ça très intéressant, les histoires un peu mafieux. Sinon, le film, en termes d'action, est plus sympa sans plus. La musique oubliable, mais le film est oubliable, par contre. Je trouve le film oubliable. Je trouve que le film est beau, il est mignon, il y a des belles relations, c'est un genre intéressant, c'est un monde post-apocalyptique intéressant. Mais je trouve pas qu'il casse les codes. Je trouve quand même plutôt oubliable. Il est très bien, il est très cool. Je suis triste qu'il est flop, mais c'est pas le nouveau Interstellar, hein, faut pas abuser. Mais je vous le conseille, si vous voulez voir un film de SF assez cool, Réminiscence, qui a eu une absence totale de promo aussi, Warner c'est bâtard, encore une fois, toujours eux. Très très cool film, j'ai passé un très bon moment et donc je vous le recommande. Voilà. Donc on va faire une petite pause et on se retrouve pour la dernière partie je dirais, du coup de mes rattrapages de 2021, donc à toutes.